Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation, collection dirigée par Jean Nadal. L'histoire de la découverte de la psychanalyse témoigne que démarches cliniques et théories issues de champs voisins ont concouru, par étayage réciproque, à élaborer le concept d'inconscient, à éclairer les rapports entre pathologie et société et à reconsidérer les liens entre le malaise du sujet singulier et celui de la civilisation. Dans cette perspective, la collection Psychanalyse et civilisation tente à promouvoir cette ouverture nécessaire pour maintenir en éveil la créativité que Freud y a trouvée pour étayer, repenser et élargir la théorie. Ouverture indispensable aussi pour éviter l'enfermement dans une attitude solipsiste, qui, en voulant protéger un territoire et préserver une identité, coupe en réalité la recherche psychanalytique de ses racines les plus profondes. Dernière parution. Albert Ledors, L'ombre de la quiétude. Regard psychanalytique sur la tranquillité à travers les âges et les cultures, 2022. Isaac Salem et Philippe Vallon dire La maltraitance, une des figures du traumatisme. Traitement psychanalytique par le psychodrame des patients traumatisés, 2021. Mireille Rosamberttissier, Camille Claudel. Femme sculpteur, de la grâce à l'exil, 2021. Jean-Michel Porret, Les régressions intrapsychiques. Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique, 2020. Albert Ledors, Homme animalisé ou animal humanisé, 2020. Jean Broustra, Détestation de mots. Mots intrigants et quelques amours, 2020. Alain Lefebvre, Psychanalyse critique de la destinée, du théâtre antique à l'inconscient, 2019. Louis Moreau de Bélin, D'un sens l'autre, le sacré profane et l'entre-nous, 2019. Uria Sarantes, La cité des dames, enquête sur les relations entre la psychanalyse et les féminismes, 2019. Martine Reca dire Salomon Rénick, un psychanalyse à l'écoute de la folie, 2019. Saverio Tomasella, La subjectivité face au désastre, subjectivation et catastrophe, 2018. Jean Broustra, Psychose et langage. Scène psychothérapique du dire, 2018. Préambule. Marie-Laure Daimon. Le politique comme puissance désincorporante s'est imposé pendant longtemps, arrachant également à la nature humaine certains humains, tels que les migrants, les femmes et les étrangers, assignés jusqu'alors à la nature et à la subjectivité. À leurs arrachements, s'est ajoutée la question de leur place dans le social, voire de leur absence dans l'espace public. Le pouvoir a d'abord été l'enjeu de la société moderne, autour de la place vide du pouvoir en politique. De cette place s'affirme le pouvoir politique des fils comme équivalent à celui des pères, en rupture avec la transcendance, ce qui contraint le citoyen à penser dans l'ici et maintenant. Ces avancées démocratiques ont amené à reconnaître l'égalité des droits entre les citoyens, entre les hommes et les femmes, mais aussi la priorité à l'individualité qui s'intègre dans le social. L'individualité dans sa capacité à la réflexivité initie le citoyen à la reconstruction de la vision d'un monde commun, où les individus s'appréhendent comme membres d'une collectivité qui s'inscrit en démocratie dans une totalité lisible et visible. Rosan Vallon 2006. Penser le politique devient donc essentiel pour produire un monde lisible, où le conflit se met en scène par la reconnaissance de l'individualité, le sujet citoyen. C'est donc une révolution anthropologique qui suscite une autre organisation sociale révélant la notion de sujet citoyen, engendrant alors la réorganisation des rapports hommes et femmes dans la famille et la société. Cette organisation ne passe plus par un ordre ancien mais par celui qui se présente sous l'aspect d'une démocratie à double face, celle de l'égalitarisme et du libéralisme. Dans ce contexte, les auteurs de leur place d'hommes interrogent la place des femmes dans le social et la constitution de leur histoire individuelle qui a changé la logique d'un ordre social. Ils analysent les discours tenus sur les femmes sur la notion du féminin, du maternel et de leur statut à partir de l'éminemment singulier, et de leur inscription dans l'histoire culturelle et civilisationnelle d'hier et d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour Serge Raymond et Louis Moreau de Bélin de faire parler les femmes de leur vécu et de leurs ressentis. Ces notions sont véhiculées par leur propre discours inscrit dans la culture. Les auteurs s'aventurent à partir du social,
du politique et de la psychanalyse dans la subjectivité et dans les strates les plus profondes de la psyché singulière, celle de l'inconscient individuel et de son lien avec le social, mais aussi dans une interactivité entre psychanalyse et anthropologie critique. Ceci leur permet de cheminer à travers ces strates, celles du monde de l'intime, du sensible, monde éminemment singulier que l'on trouve dès l'originaire autant chez l'homme que chez la femme. Le sensible est alors envisagé comme socle métaphorique de la subjectivité qui sous-tend les individualités, hommes et femmes. Il ne se réfère donc pas uniquement à l'origine, au parental, mais à l'originaire au sens d'un ancrage dans le corps biologique et sa psychisation à la source du jeu historien en lien avec l'environnement, le groupe familial et social. Le sensible est donc au cœur du débat que mènent les deux auteurs, et il n'est pas uniquement assimilé aux souffrances des êtres faibles qui ont été soumis à la domination masculine du patriarcat. Il s'agit ici d'un féminin ancré dans l'universel, étayé sur le déjà-là de l'incorporel féminin, celui d'un corps psychique, corps érogène, dès la vie intra-utérine et à la naissance de la vie psychique, celui du toucher-être touché. Dans le social, ce féminin éclaire aussi les enjeux de pouvoir et les contradictions hommes-femmes qui font partie de la démocratie. Ainsi l'égalité et la liberté, le droit et la subjectivité en sont-ils les pivots? Comment le droit sera-t-il utilisé par le politique en faisant du corps propre un des enjeux majeurs entre hommes et femmes? L'abolition de la peine de mort, le droit à l'avortement ont donné aux citoyens une responsabilité directe sur leur vie. Quel rapport à son corps propre la femme entretient-elle quand il fut pendant longtemps la possession des hommes? Quel rapport l'homme peut-il entretenir à son corps propre et à l'incorporel porté par la mère, la femme? Dans nos démocraties occidentales, le citoyen individu repose sur l'individualité, c'est-à-dire le sujet citoyen, et de ce fait sur son intériorité donnant un statut psychique et social autant à la femme qu'à l'homme. Or, le statut passe aussi par la construction des identités masculines et féminines en soi et dans le monde extérieur. Qu'en est-il du statut de la femme en sociologie, comme en anthropologie? Louis Moreau de Belin précise que le statut de la femme n'est pas seul le produit d'une société capitaliste et patriarcale, mais s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. L'auteur précise aussi que l'homme s'est donné d'emblée un statut social par rapport à l'enfant et ne reconnaît pas le double don que fait la femme mère, don au sens mossien. Quant à la femme, elle n'aurait pas encore un statut social, mais juridique et entre autres, la parité d'emploi se fait attendre. Nous pourrions nuancer ces propos car depuis la Révolution française, la femme et le féminin ont infligé une fêlure au totem du patriarcat. Les femmes n'ont cessé d'éroder ce bloc monolithique auquel les hommes et le masculin se sont adossés. Avec la démocratie, le statut de la femme est devenu de plus en plus visible et aujourd'hui, la démocratie voit la fin de la puissance maritale et paternelle. Les femmes accèdent à tous les emplois ou presque, et les emplois subalternes leur sont de moins en moins dévolus. Il reste encore le salaire et la parité dans les hautes fonctions du privé. La psychanalyse s'intéresse à l'éminemment singulier, au sujet qui revendique de se désigner lui-même et de décider seul de son statut dans un acte d'auto-engendrement. Si le sujet réfute d'être désigné par un autre, à contrario, il manifeste son besoin d'appartenance à une identité groupale tout en cherchant la reconnaissance des autres. Freud a interrogé un féminin en deçà du phallique, ce roc du féminin qui prend son sens dans l'angoisse et surgit de l'attraction de la mère archaïque dans les deux sexes. Si la construction sociale de l'homme l'éloigne du sensible, néanmoins son poids n'est pas facile dans la propre construction sociale chez la femme. La bipartition sensibilité-intellectualité ne peut être enfermée dans une opposition hiérarchique. En effet, la sensorialité du moi corporel resterait sans issue si la libido n'était pas soumise à la réduction du sexuel, primat du symbolique sur le biologique, et au processus de différenciation. Ainsi le féminin, le sensible, la fragilité nous amène-t-il vers nos intériorités? Celui d'un monde des sensations sans pensée, des traces de sensations et de l'équivalence, qui n'est pas l'égalité dans le social, mais bien celui de l'originaire, de la vitalité du plaisir et de l'apaisement des tensions par le contact de deux bouts de chair. Freud a toujours été intéressé par la bisexualité psychique, et tout être humain posséderait des dispositions à la fois masculines et féminines. Ces dispositions sexuelles sont au cœur des conflits du sujet pour assumer son propre sexe,
et s'affranchir d'un maternel oedipien qui séduit et d'un maternel archaïque qui engloutit. Cependant, Freud n'a pas mené toutes les implications et ouvertures que ce concept mobilise dans la psyché au regard d'une société qui se voulait sous l'égide du patriarcat, du binaire et des oppositions masculin-féminin. Dans la continuité des travaux de recherche des auteurs, déconstruire le patriarcat pour mettre en dialogue le maternel et le paternel, l'homme et la femme, convoque la question du féminin en interaction avec le masculin et ainsi la formation du moi corporel à partir du sensoriel. Celui-ci requiert que le masculin et le féminin s'inscrivent et se transcrivent par le tissage des signifiants archaïques. Cette trame se constitue par les expériences des sensations destinées à devenir perception. L'espace-temps de l'expérience donne forme et sens aux signifiants archaïques nécessitant le détour par l'autre et le double ancrage corporel et interactif des processus précoces de symbolisation. Selon Didier Anzieux KS 2007, les destins de l'originaire, matériaux socles, mais aussi matériaux réactivables, sont des contenus de pensée et le sujet en devient dépositaire comme un modèle d'un travail du psychocorporel. Il se fait par l'après-coup et l'intermédiaire de l'autre, porte-mots et porte-parole, et par identification adhésive, processus analogique et d'attachement. En intériorisant ces contenus de pensée et leurs liens, le sujet se ressent comme dépositaire et porteur d'un certain degré de liberté lui permettant de découvrir que derrière le maternel, il y a le féminin dans la pluralité de l'étrangeté, l'inquiétante étrangeté de l'autre, l'altérité. Ceci laisse advenir les potentialités, responsabilité de faire vivre le féminin et le masculin en soi, sans tomber alors dans le refus du féminin et les aliénations inhérentes à ce refus. La potentialité est donc un écart entre un identifié parental et sa propre autoconstruction, comme sa propre trajectoire identificatoire. Serge Raymond propose le concept de l'incorporel féminin. Il donne toute son importance au corps, à la notion du corps biologique dans son lien avec le psychique. L'auteur se réfère à Christopher Bollas et convie la notion d'idiome d'une personne qui désigne le noyau unique de chaque individu. Il met donc en perspective l'idiome maternel et la métaphore de l'ADN biologique comme noyau de l'être, et avance que seule la mère donne les contours de ce que deviendra l'incorporel féminin chez la fille et comment il sera perçu par le garçon. Serge Raymond avance que le corps à corps mère-fille serait différent de celui avec le garçon. Toutefois, ceci mérite un débat. D'une part, les éléments biologiques ne sont pas déterminants pour transmettre à la fille cet incorporel et l'enfermer dans le biologique. D'autre part, la mère ne fait pas le réel du sexe, et ce qui est absorbé par le sujet dès l'originaire, ce sont des éléments d'information produits par la rencontre entre l'excitation des sens avec la stimulation de l'objet. Le pivot de cette rencontre est le plaisir des plaisirs, sous-tendu par les formes d'éducation issues du socioculturel ancrées aussi dans le temps. Certes, la construction de l'identité ne sera pas la même pour le garçon et pour la fille. Tout dépend comment chacun reçoit et ce qu'il en fait, de ce système interactif mère-enfant d'une mère qui contient le désir du père. Dans la modernité, la proximité des hommes avec le féminin passe donc par les soins prodigués à l'enfant, dès la naissance, ceci contribue autant que faire se peut à leur faire prendre en compte le discours du féminin. La société parlera alors de parentalité à condition que soit reconnu un espace, un écart entre hommes et femmes où les ressources de chacun laissent advenir, d'une part, le double don fait à l'enfant par la femme-mère, possession-dépossession différence, ce mouvement rendant inidentifiable deux pôles et d'autre part, l'acceptation et la reconnaissance que l'homme-père ne possédera pas l'enfant, même au nom de la lignée et de la transcendance. C'est à travers les mots, le langage, qui en liant la chair au verbe, homme et femme, mère et père, tenteront de rendre son semblable non seulement heureux, mais libre de se constituer une intériorité, son soi-même. Ceci, dès l'émergence de l'éminemment singulier quand l'élan de vie côtoie le surgissement de la pulsion du sexuel, en d'autres termes, est l'être et faire winnicotien qui plus tard, donnera du sens à la trace du féminin et à l'agir du masculin par le travail de figurabilité. Serge Raymond souligne que les hommes sont le plus souvent silencieux sur ce mouvement constant de la mère et de la femme, qui agite le féminin et infléchit le masculin. L'opposition homme-femme, masculin-féminin a structuré de façon hiérarchique la société patriarcale, et la domination des hommes sur les femmes en fut la clé de voûte. Aujourd'hui, cette société a laissé la place à une mise en dialogue des potentialités de sujet à sujet,
celle d'un masculin féminin qui s'appréhende pour chacun homme et femme, dès l'origine de la vie psychique dans un contexte d'égalité, dès la matrice utérine et dès la naissance de la vie psychique, en d'autres termes, à la source de la pensée. La femme parle-t-elle encore la parole phallocentrique, celle qui fonde de surcroît l'ordre patriarcal, ou parle-t-elle de son corps, du matriciel transcrit dans le symbiotique, Lavernia 1986 ? Serge Raymond soutient une pensée originale sur le fantasme masculin de la femme en creux et l'homme en plein, où l'homme ferait ainsi un peu de place à la femme. Cependant, en interrogeant le déjà là essentialisme. Déterminisme, une importante rencontre se joue entre les éléments du féminin et ceux du masculin, dans la vie intra-utérine et les soins maternels. Tout ceci se joue autour de la question du manque et de la privation, le pas là. Dans une approche psychanalytique, manquer est pour l'homme ce qui viendrait révéler son extrême dépendance à l'objet primordial, mais cet objet est néanmoins commun à l'homme et à la femme. Que fait la femme de ce vide, de ce rien qu'elle connaît au fond d'elle-même ? Nous savons que les composantes masculines et féminines rentrent de façon variable chez les sujets des deux sexes, comme le précise dans ses travaux Luce Irigaray, 1974. Cependant, une profonde inégalité demeure, du moins pour l'instant, car il s'agit du ventre que tous deux nomment celui de la femme qui est celui de la mère, la procréation. L'homme serait-il pris au piège de l'objet primaire ? La femme serait-elle captée par cet incorporel, obligée même à renoncer parfois à la construction d'un sujet féminin pour elle-même ? Ce manque est là, pour chacun source de son être existé, mais différemment perçu et vécu, selon le statut de l'homme et celui de la femme dans le social. Louis Moreau de Belin précise que sortir l'être humain de l'instrumentalisation, de son enfermement par le capitalisme et tous ses excès, c'est la tâche qui incombe à chacun actuellement. C'est prendre conscience de soi, de l'autre et du monde, c'est retrouver l'élan de connaissance dans ses capacités de perception du réel et ses possibilités de le penser. Dans un dialogue à visée anthropologique et en lien avec la pensée théorique de Françoise Héritier, Louis Moreau de Belin reprend en introduction de ses travaux de recherche cette question. Pour quelles raisons en son entier l'humanité a-t-elle développé des systèmes de pensée valorisant le masculin et dévalorisant le féminin et a traduit ces systèmes de pensée en situation de fait ? L'appropriation du corps des femmes et de leur fécondité par les hommes, se serait faite par des manipulations symboliques. L'excès illégitime de cette domination hiérarchique dont les femmes n'ont pas été dupes, ayant toujours su qu'elles étaient les égales des hommes. Mais il y a un scandale pour les hommes, c'est que les femmes font les filles et que les hommes ne font pas leurs fils. L'homme pour se reproduire à l'identique est obligé d'en passer par l'autre. C'est l'injustice de la procréation. Selon Luce Irigaray, le masculin serait la projection d'un imaginaire relié à la corporalité, à la spécularité de ce pénis phallus érectile. Il en serait le principal support du rapport du monde des hommes, et la part féminine viendrait de l'intériorité, nature même du sexe féminin, marque indélébile au niveau de l'être. Les hommes ont alors fait endosser à la femme cet incorporel, issu du placenta, de la matière. Cependant dans un passé, hommes et femmes ont expérimenté dans leur âme et dans leur chair ce suffisamment bon, d'une matrice physico-psychique, d'un être-là qui a laissé advenir en eux la dimension de leur irréductible singularité, ce premier élan de la vie dans l'être. C'est par un long travail psychique sur la sensorialité étayé par le maternage, réhabilitant la matrice et le pulsionnel de l'enfant pour qu'il ne soit pas anéantisation, mais condition de l'avènement du psychique, du viable, du pensable. Être là désigne cet état premier de la vie dans l'être, la racine même de la matrice physico-psychique et l'ainsi investissement par la mère du moi à venir de l'enfant, Diamond 2012. Pour avoir une individualité-intériorité, la question du corps est primordiale actuellement, et avec lui, la sensorialité, le sensible. Les corps se construisent sur le modèle de l'incorporation des incorporations à travers le visible et l'invisible, et sur la notion de responsabilité qui a été longtemps dévolue uniquement à la femme. Pour Françoise Héritier, la femme est habilitée à parler du corps et par là même de cette responsabilité. Nous pourrions faire une extension à travers le maternage que procure l'homme-père à son enfant, depuis des décennies. Ce père n'est plus celui de l'abstraction du patriarcat mais bien incarné, en chair et en os, responsable de ses œuvres et de ses limites.
Cette révolution anthropologique à laquelle nous assistons a pour pivot le corps dans sa double dimension, corps biologique et corps érogène. Le corps est un médiateur entre le jeu et le monde, entre psychanalyse et anthropologie. Prendre conscience de soi, de l'autre et du monde, c'est retrouver l'élan de connaissance dans ses capacités de perception du réel et ses possibilités de le penser. C'est faire vivre le féminin, sa fragilité, sa faille avec la présence du masculin sont contraires dans leur forme d'intrication-désintrication étayée sur le corporel. Cette mise en relation de l'intime et du politique se met en scène dans le social et tente de faire accepter la circulation du féminin entre l'homme et la femme au nom de la liberté, de l'égalité qui n'est pas l'égalitarisme entre les sexes, ce relationnel s'inscrit dans la culture. Serge Gérémon et Louis Moreau de Belin se sont aventurés dans l'inconscient humain à partir des effets de la modernité sur le sujet, autonome, sujet triomphant, qui au fil du temps a tendance à se couper du collectif. La femme et le féminin sont malgré tout devenus visibles et ont contribué à une révolution anthropologique. Dans cette contextualité, les auteurs ouvrent de façon audacieuse des voies à un monde où la matrice a sa place et non uniquement le phallocentrisme. Ce monde laissera-t-il advenir des espaces pour penser en dehors du défi et de la compétition, portés par les excès du libéralisme ? Monde qui reconnaît le féminin chez chacun dans sa capacité de transformation et de métamorphose. L'environnement, la nature ne seront pas régis uniquement par la domination phallocentrique et l'économique par les algorithmes, mais par un monde où masculin et féminin pourront aussi s'allier pour pactiser avec l'environnement, la nature. Préface. Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. Rebecca West, 1892 à 1983. Peut-on dire ce qu'on tait, ou ce qu'on ne dit jamais, du féminin, de la place occupée par la femme dans les représentations masculines ? À partager au quotidien des obligations professionnelles avec nombre de femmes, ou avec des équipes féminines, équipes de psychologues psychanalystes, femmes bien entendu, le masculin naïf en arrive à se demander comment il est possible que les femmes aient pu accepter si longtemps de s'effacer, jusqu'à disparaître, sous le poids d'un masculin triomphant. Comment ont-elles pu mettre en place des stratégies de disparition ? Était-ce pour continuer de durer, pour survivre ou donner la vie ? Ces exigences ont pu les conduire à oublier ce qui les faisait femmes, ou simplement à tolérer de se confondre ou de se voir confondues avec les représentations masculines relatives au féminin. Ces représentations, qu'on appellera incorporelles féminins, les femmes ont continué de vivre avec, tout en se montrant actives dans leur effacement de sujet. Sont-elles en train de renaître aujourd'hui ? Durant 4 décennies, que ce soit dans le dispositif hospitalier conjointement avec le dispositif mutualiste, que ce soit encore dans le dispositif judiciaire ou dans le dispositif universitaire, je peux oser soutenir que durant toutes ces années, je me suis trouvée enfermée dans des dispositifs féminins disqualifiés par le masculin avec le plus souvent une complicité discrète de certaines d'entre elles. Notre travail autour des femmes et du féminin a débuté par une réflexion conduite à 4 mains, qui nous a amenés à penser l'influence de ce qui n'est pas dit dans ce qui peut être dit ou ne peut l'être. Avec une question majeure qui est de donner consistance à ce qu'on ne peut feindre d'ignorer ou de ne pas savoir, celle de rendre visible ce qui n'est pas visible. Cela revient à développer une philosophie du soupçon, en dévoilant derrière les évidences dissimulées sous le contenu manifeste, un contenu latent qui vient orienter sinon transformer, ce que les tenants de la religion scientifique appellent la réalité. On parle ici du réel, soit de ce qu'on peut nommer comme l'inconscient ou ce qui tourne autour, où l'on voit que ce réel est susceptible d'influencer ce que nous appelons la réalité. Il en va ainsi dans le regard que le masculin porte sur le corps féminin, et que nous appelons l'incorporel de la femme, en ce sens que ce corps, façonné par le regard masculin, est un corps que ne maîtrise pas la femme, un corps produit du masculin est né d'un autre attachement qui échappe à la femme et que récupère la mère, ou qu'elle conserve et que nous rapportons à l'idiome maternel et au lien matriciel. Toute cette présentation, ce cheminement pour tenter de répondre à cette interrogation, mais qu'est-ce donc que l'intimité ? Qu'est-ce donc que la vie privée ? Et cette vie-là, nécessairement collective,
s'arrête-t-elle à la porte de la chambre à coucher, un lieu de plus en plus déserté dans le monde que nous connaissons? Je parle de l'actualité, de celle dans laquelle s'écrit ce projet commun, d'une actualité que partagent et vont de plus en plus partager les mamans solo de ces femmes qui vont progressivement renoncer au papa de fiction. Car ce sera notre fil rouge, ce fil qui oriente le parcours sexuel des hommes et des femmes sur le chemin pour les femmes d'un originaire, d'un déjà là, pourtant inaccessible, et pour les hommes d'un imaginaire, d'un pas encore là, tout autant inaccessible. Et comprenant que le corps féminin, du point de vue de l'homme, est sans rapport avec le corps au féminin, du point de vue de la femme, ce corps de la femme vu par un masculin empêtré dans sa vie intra-utérine, reste un corps de fiction qui fait que chaque individu de sexe masculin est toujours aux prises avec un corps déréel ignoré de la femme, confusément consciente que ce n'est pas son corps à elle, mais un autre corps que convoite son homme, son partenaire. Je suis un peu dépassée par le remue-ménage contemporain autour des responsabilités citoyennes et de ce vaste mouvement d'abolition des responsabilités que connaissent désormais les populations, entraînant ce faisant, notre dépendance dont chacun de nous est parfaitement conscient et qui se traduit par une mélancolisation de toutes les personnes qui dans le social sont engagées sur le terrain. Mélancolisation qui est en lien avec le corps qui devient lieu de préoccupation concentrée sur les organes de procréation, de transmission, mais aussi favorisant la régression. Autant d'aspects qui peuvent rendre compte des actes de transgression relatifs à l'attaque des corps, relatifs à la sphère sexuelle, aux conséquences qui sont le résultat de ces attaques, et auxquelles nous tous sommes confrontés. Ces défenses contre, ou plutôt pour effacer, gommer, transformer cette mélancolisation prennent une forme collective. Marche blanche aux couleurs des processions religieuses d'hier, communautarisme, radicalisation, toutes choses visant à transformer des victimes en héros. Cette politique suscite la désapprobation discrète et pudique des résistants, des concentrationnaires qui furent hier nos héros et qui aujourd'hui se voient inclus dans le rang des victimes. Ce phénomène d'héroïsation des victimes, qui dresse de la victime et des effets collatéraux de cette victimisation la figure dominante de la société contemporaine, fait-il de nous tous, nous qui prétendons être la patrie des droits de l'homme, le pays des victimes et du renoncement? Introduction. Que veut dire l'incorporel féminin? Peut-on parler d'approche critique d'une énigme? À première vue, un tel titre peut paraître obscur sinon désarçonnant pour le lecteur ou la lectrice. Car le corps d'une femme est apparent, visible, concret, embelli par les soins qu'elle apporte à son visage et à sa corpulence. Parler d'un relatif incorporel masculin, que seule la musculature et la force physique d'un homme révéleraient serait plus évident. Où est l'énigme? Où est le doute sur cette énigme? D'abord situons notre ouvrage en ce temps actuel, parmi l'ensemble des écrits qui de Simone de Beauvoir à Geneviève Fraisse ont fait éclater après le deuxième sexe, le demi-silence sur la condition des femmes. Après 1968, le féminisme comme l'un des plus importants sinon le plus important parmi les grands mouvements sociaux, a pris si l'on peut dire son essor un peu partout dans le monde. Ce livre de deux hommes se veut féministe, combat, y compris en eux-mêmes, l'ignominie, l'illégitimité invraisemblable du machisme entré dans les mœurs de toutes les sociétés est devenue depuis des millénaires quasiment habituelle, à tel point que, comme autrefois l'esclavage, sa banalité échapperait à l'observation. Ce qui donne à notre tentative un caractère imprévu, quelque peu nouveau, c'est que ce sont les corps des hommes et des femmes qui sont mis en avant, comme inconnus dans leur investissement psychique, tout particulièrement celui des femmes par rapport à celui des hommes. D'où effectivement, un doute de notre part sur cette énigme qu'est semble-t-il pour les hommes, le corps féminin, alors que l'inverse, l'énigme que serait pour les femmes le corps masculin, voire un doute sur cette énigme, ne nous est pas apparu et n'apparaît guère. On le verra, une telle approche pose une multitude de questions auxquelles nous ne prétendons pas répondre. D'abord celle de la visibilité et de l'invisibilité des organes génitaux, qui, pendant des millénaires, jusqu'à la Renaissance européenne, fait croire à l'absence d'organes génitaux féminins, absence remplacée aujourd'hui par leur invisibilité. En ce domaine, le visible et l'invisible n'ont guère de signification, sinon pour dire à la naissance, c'est un petit garçon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.